La nuit, la demeure était une promesse, une constellation artificielle née sur la côte de la Riviera, conçue pour éblouir, pour séduire, pour annoncer que l'impossible était devenu réalité. Chaque lumière, chaque note de musique s'échappant des portes-fenêtres ouvertes, chaque éclat de rire répercuté par les murs de marbre était une déclaration de victoire sur le passé. Depuis la mer, la villa ressemblait à un palais vénitien en exil, vibrant au son d'un orchestre de jazz et des conversations de centaines d'invités. Des feux d'artifice silencieux éclataient au-dessus du domaine, illuminant des silhouettes en robe de soirée et smoking, coupe de champagne à la main, figées un instant dans une perfection éphémère. C'était un spectacle total, une œuvre d'art vivante dont la seule fonction était de prouver au monde l'existence de son créateur. Mais derrière le spectacle assourdissant de l'opulence, il y avait le silence d'un seul homme. Sur une balustrade en marbre, une coupe de champagne abandonnée reflétait la lune, tandis qu'en arrière-plan, un homme se tenait seul sur une terrasse, le regard perdu vers l'horizon. C'est ici, sur la Côte d'Azur, au cœur des années folles, que la villa de l'Aube voyait le jour, un monument à la fortune nouvelle et à l'ambition démesurée. Son propriétaire, une figure aussi énigmatique que célèbre, ne participait jamais à la fête. Il l'observait. Son visage était impassible, mais ses yeux trahissaient une tension insondable, une attente fiévreuse. La villa n'était pas une maison, mais une scène de théâtre, et cette histoire révélera le coût véritable d'un rêve bâti sur une fortune dont personne ne connaissait l'origine. Au matin, l'illusion se dissipait. La lumière de l'aube, pâle et laiteuse, révélait un désordre post-festif, des confettis écrasés sur la pelouse immaculée, des verres vides abandonnés près des fontaines, des guirlandes affaissées entre les pins parasols. Le seul son était celui du clapotis de l'eau contre les rochers en contrebas et du cri lointain des goélands. La chaleur de l'été montait, sèche et vibrante, portant avec elle l'odeur des pins et du sel marin, un parfum de nature indifférente au drame humain de la veille. Le marbre des escaliers, encore froid sous le soleil naissant, gardait la mémoire de la fièvre nocturne. La demeure, vidée de ses invités, semblait soudain vulnérable, son faste nocturne n'étant plus qu'un souvenir fragile, presque une hallucination collective que le jour avait effacée. L'espace intérieur lui-même était une contradiction. La caméra glisse à travers une porte-fenêtre ouverte, pénétrant dans des pièces immenses, presque caverneuses. La lumière matinale dessine de longues bandes obliques où danse une poussière dorée, révélant le vide. Des salles de bal dignes d'un palais princier, des bibliothèques remplies de milliers de livres aux pages non coupées, des salons où personne ne s'assied jamais. Un silence monumental y régnait, contrastant violemment avec le vacarme de la nuit. La température semblait toujours plus fraîche à l'intérieur, comme si la demeure possédait son propre climat, isolé du monde extérieur. C'était un lieu de solitude à grande échelle, une coquille dorée attendant d'être remplie, nuit après nuit, par le bruit des autres pour exister. Un décor sans vie propre, attendant son metteur en scène. L'architecte de ce royaume se nommait Arsène Veillant, un homme qui semblait être né de nulle part. Sa motivation, il la croyait d'une simplicité désarmante, reconquérir un amour perdu, une jeune femme nommée Éléonore, qui vivait de l'autre côté de la baie, dans le monde inaccessible de l'ancienne fortune. Mais Veillant était un faisceau de contradictions. Il projetait une confiance absolue, mais vivait dans une anxiété constante. Il commandait un empire financier obscur, mais possédait la foi naïve d'un adolescent dans la pureté de son propre rêve. Issu d'une famille modeste d'Auvergne, il s'était réinventé, changeant jusqu'à son nom, produit d'une époque frénétique où les fortunes se faisaient sur les rumeurs et la spéculation d'après-guerre. Son dilemme moral était au cœur de son projet, utiliser les fruits d'un monde corrompu pour atteindre un idéal qu'il croyait pur. La France des années folles était une nation en proie à une fièvre collective, une danse désespérée sur les scènes encore chaudes de la Grande Guerre. Une génération entière, hantée par le souvenir des tranchées, cherchait l'oubli dans une frénésie de consommation, de vitesse et de plaisirs éphémères. C'est sur la Côte d'Azur que ce désir de vie trouvait sa plus spectaculaire expression. La Riviera devint le théâtre d'une nouvelle guerre, non plus militaire mais sociale, où les fortunes anciennes, terriennes et discrètes se voyaient défiées par l'opulence tapageuse des nouveaux riches. Ces derniers, enrichis par la spéculation, l'industrie de guerre ou des commerces plus troubles, n'avaient ni nom ni histoire. Ils devaient donc les inventer. Dans ce climat d'amnésie volontaire et d'ambition sans limite, un homme comme Arsène Veillant n'était pas une anomalie. Il était un symptôme, le produit parfait d'une époque qui valorisait l'apparence plus que l'essence, et la promesse du futur plus que le poids du passé. Le moteur de cette transformation architecturale et sociale était un capitalisme débridé, presque sauvage. L'argent, déconnecté de toute ancre morale par les bouleversements économiques de l'après-guerre, circulait avec une fluidité sans précédent. Les fortunes se construisaient sur des rumeurs, des paris boursiers et surtout sur les vastes réseaux du marché noir qui prospéraient grâce à la prohibition américaine et aux pénuries européennes. La fortune de Veillant, comme tant d'autres, était de cette nature, rapide, massive et opaque.
Cet argent n'était pas destiné à être investi patiemment, mais à être dépensé de manière visible, explosive. Chaque demeure qui s'élevait sur la côte n'était pas seulement une résidence, mais un actif stratégique, une publicité permanente pour la puissance de son propriétaire. La villa de l'Aube n'était donc pas le fruit d'un héritage, mais la conversion directe d'une richesse volatile en une réalité de pierre et de marbre, aussi solide en apparence que ses fondations financières étaient fragiles. La vision architecturale de la villa était elle-même une déclaration d'intention. En choisissant un style néo-palladien, Vejlon ne faisait pas un choix esthétique, mais une manœuvre stratégique. Il tentait d'importer en une saison la légitimité et le prestige que les grandes familles européennes avaient mis des siècles à construire. La façade symétrique, les colonnades imposantes et les loggias ouvertes sur la mer évoquaient les palais de la Renaissance italienne, projetant une image de stabilité et de culture ancestrale. Pourtant, cette grandeur était un pastiche. Les matériaux les plus coûteux, marbre de Carrare, bois exotiques, feuilles d'or, étaient assemblés avec une hâte qui trahissait l'impatience de son commanditaire. Les artisans travaillaient jour et nuit, suivant des plans qui privilégiaient l'impact visuel immédiat sur la pérennité structurelle. La demeure était un décor de théâtre grandiose, conçu pour être admiré de loin, en particulier depuis l'autre côté de la baie, sa splendeur dissimulant mal la fébrilité de sa création. À l'intérieur, cette logique du spectacle était encore plus évidente. La villa était pensée non comme un lieu de vie, mais comme un instrument de réception. Les espaces publics occupaient près de 80% de la surface totale. Un hall d'entrée monumental, dont la hauteur sous plafond dépassait les 10 mètres, menait à une enfilade de salons et de salles de bal capables d'accueillir des centaines d'invités. Chaque détail, des lustres de Murano, tapisseries flamandes, était choisi pour sa capacité à impressionner, à submerger le visiteur. En contraste, les appartements privés d'Arsène Vejlon étaient étonnamment modestes, presque spartiates, relégués dans une aile discrète de la demeure. C'était là le paradoxe de l'édifice, une immensité conçue pour la foule, mais habitée par la solitude d'un seul homme. Le cœur battant de la maison n'était pas le bureau de son maître, mais la salle de bal vide, attendant la prochaine performance. Pour animer cette machine à illusion, une véritable armée invisible œuvrait dans les coulisses. Plus de 40 domestiques étaient employés à plein temps, une main-d'œuvre considérable même pour les standards de l'époque. Leur existence était régie par une hiérarchie aussi rigide que celle d'un régime militaire, sous le commandement d'un majordome anglais qui ne tolérait aucune imperfection. Des cuisines dimensionnées pour un grand restaurant ou lingerie vastes comme des ateliers, tout le sous-sol de la villa était un labyrinthe de couloirs de service, de monte-charge et d'office. Le travail de ce personnel était de rendre l'opulence naturelle, de faire disparaître toute trace d'effort. Leur journée commençait avant l'aube et s'achevait tard dans la nuit, leurs pas étouffés par les tapis épais des couloirs de service qui s'étiraient, tels les nervures d'un organisme oublié, sous la splendeur de salon. Leur fatigue était le carburant silencieux qui alimentait la fête perpétuelle. La villa de l'Aube était donc bien plus qu'une simple demeure. C'était une forteresse érigée contre un passé modeste et un futur incertain. Chaque fête somptueuse, chaque article dans les chroniques mondaines était une victoire tactique dans la guerre de Vejlon pour la reconnaissance sociale. Mais ce monde qu'il cherchait à conquérir possédait ses propres règles, invisibles et impitoyables. L'étiquette, les alliances familiales, les réputations entretenues sur des générations formaient une muraille bien plus difficile à franchir que n'importe quelle barrière financière. L'opulence de Vejlon, loin de lui ouvrir les portes, suscitait la méfiance. Elle était trop neuve, trop forte, trop parfaite. Chaque invité qui buvait son champagne était à la fois un spectateur et un juge. La villa, conçue comme un sanctuaire, devenait ainsi une prison dorée, exposant son propriétaire à un examen constant. La solidité de ses murs de marbre ne faisait que masquer la fragilité de sa position. L'obsession d'Arsène Vejlon avait un visage, celui d'Éléonore de Courcelles. Elle n'était pas seulement une femme, mais un symbole, l'incarnation d'un monde auquel l'aspirait et qu'il avait perdu. Éléonore, mariée au puissant baron de Courcelles, représentait l'ancienne fortune, discrète, légitime et inaccessible. Elle était l'alerte verte de l'autre côté de la baie, un point fixe dans son univers chaotique. Vejlon ne cherchait pas simplement à la reconquérir. Il voulait racheter le passé, prouver que sa nouvelle identité, bâtie sur une richesse opaque, pouvait effacer l'humiliation de ses origines modestes. Sa détermination était absolue, mais teintée d'une insécurité maladive. Chaque fête, chaque dépense extravagante était une offrande désespérée, une tentative de matérialiser un rêve pour le rendre réel aux yeux de celle qui en était à la fois l'inspiration et le juge ultime. Éléonore de Courcelles, quant à elle, était une figure d'une complexité silencieuse. Prisonnière des conventions de son rang, elle incarnait une élégance résignée. Elle n'était ni une victime passive, ni une complice active. Observatrice de ce spectacle extravagant déployé pour elle, ses sentiments restaient un mystère, même pour ses plus proches confidents. Était-elle flattée par cette dévotion démesurée, effrayée par son intensité, ou simplement lassée par ce nouveau riche qui tentait d'acheter ce que sa famille possédait par droit de naissance? Son enjeu personnel était la survie de son propre équilibre, la préservation d'un monde ordonné face à la force brute de la passion et de l'argent de Vejlon. Son silence et son immobilité apparente devenaient une forme de pouvoir, forçant Vejlon à une surenchère perpétuelle, chaque nouvelle fête étant plus grandiose que la précédente dans l'attente d'un signe qui ne venait jamais. Face à l'ambition de Vejlon se dressait le baron de Courcelles, incarnation d'un ordre social menacé. Homme de tradition, dont la fortune et le nom remontaient à plusieurs générations, il regardait le faste de la villa de l'Aube avec un mépris teinté de curiosité froide. Pour lui, Vejlon n'était pas un rival amoureux, mais une anomalie historique, un symptôme de la décadence d'après-guerre.
Sa fierté n'était pas ostentatoire, mais profondément ancrée de la certitude de sa propre légitimité. Son enjeu était la défense d'un héritage, non seulement financier mais moral, contre ce qu'il percevait comme la vulgarité d'une richesse sans histoire. Il menait une guerre silencieuse, utilisant les armes de sa classe, l'exclusion subtile, le dédain poli et la rumeur distillée dans les cercles les plus fermés de la Riviera. Chaque regard qu'il portait sur la villa de Veylan était un jugement. La villa de l'Aube devint ainsi le théâtre d'un affrontement triangulaire. La demeure n'était pas une maison, mais une arme stratégique dans une guerre psychologique. Chaque lumière allumée était un message envoyé à travers la baie, chaque note de musique une provocation. Veylan organisait sa vie comme une campagne militaire, où chaque réception était une offrande de charme et de puissance destinée à percer les défenses du monde des Courcelles. Le baron, de son côté, opposait une résistance passive, son absence au fait de Veylan étant plus éloquente que n'importe quelle déclaration. Éléonore se trouvait de centre de ce champ de bataille, son inertie alimentant le conflit. La tension entre ces trois figures imprégnait les murs de la villa, chargeant l'air d'une attente électrique, transformant le luxe en un décor de tragédie imminente. Cette rivalité personnelle s'inscrivait dans une fracture sociale plus large. La Côte d'Azur des années folles était un territoire où deux Frances s'affrontaient. D'un côté, une aristocratie et une haute bourgeoisie qui avaient survécu à la guerre, attachées à leurs terres, à leurs titres et à un code de conduite strict. De l'autre, une nouvelle élite de spéculateurs, d'industriels et d'aventuriers dont les fortunes s'étaient construites sur les ruines du conflit. Les premiers possédaient le prestige, les seconds l'argent liquide. Arsène Veylan était l'archétype de ce second groupe, un homme dont la puissance financière était inversement proportionnelle à sa légitimité sociale. La villa de l'Aube était sa tentative de convertir l'une en l'autre, un pari audacieux qui, en l'exposant à la lumière, le rendait terriblement vulnérable. Ainsi, la demeure était indissociable des âmes qui gravitaient autour d'elle. Elle était le reflet matériel de l'obsession de Veylan, de l'indécision d'Éléonore et de la résistance du baron. Son architecture grandiose mais fragile, son luxe tapageux mais vide, sa position géographique calculée au millimètre près, tout parlait de ce drame humain. Les couloirs immenses semblaient s'étirer comme les nervures d'un organisme dont le cœur battait au rythme de l'attente de son créateur. La villa n'était pas simplement un décor, elle était un participant actif, un catalyseur qui accélérait les ambitions et les peurs de chacun. Mais une structure bâtie sur des fondations aussi instables que le désir humain ne pouvait que porter en elle les germes de sa propre destruction. Les premières fissures n'allaient pas tarder à apparaître. Le rêve monumental derrière la villa de l'Aube n'était pas de construire une maison, mais de forger une réalité. Arsène Veylan cherchait à matérialiser une fiction, celle de sa propre légitimité, et ce projet confinait à l'impossible. La pression financière était la première barrière, colossale et incessante. La fortune qui alimentait le chantier, issue des réseaux clandestins de la prohibition et des spéculations d'après-guerre, était par nature volatile et dangereuse. Chaque bloc de marbre, chaque lustre en cristal devait être payé comptant, avec un argent qui devait circuler dans l'ombre pour ne pas attirer l'attention des autorités. Cette dépendance à un flux de capitaux illicites transformait la construction en une course contre la montre. Le chantier ne pouvait s'arrêter, car tout ralentissement aurait été perçu comme un signe de faiblesse, risquant de faire s'effondrer l'édifice financier avant même que la première pierre ne soit posée. Sur le plan technique, les défis étaient tout aussi vertigineux. Veylan exigeait la perfection, mais il la voulait immédiatement. Cette impatience se heurtait aux limites de l'ingénierie et de l'artisanat de l'époque. Des tonnes de marbre de Carrare furent acheminées par bateau, des bois rares apportés d'Afrique et les meilleurs maîtres verriers de Murano furent convoqués sur la Riviera. Mais cette logistique complexe était soumise à un calendrier irréaliste. Les artisans travaillaient en 3-8, sous une pression constante, sacrifiant parfois la rigueur structurelle à l'urgence de l'apparat. Des rumeurs circulaient sur des fondations coulées à la hâte, sur des fresques peintes sur des murs pas encore secs. La demeure devenait un chef-d'œuvre de surface, dont la splendeur immédiate masquait des faiblesses invisibles. Chaque dorure, chaque corniche impeccable était une victoire sur le temps, mais portait en elle le risque d'un futur délabrement. Au-delà des contraintes matérielles, l'impossibilité la plus profonde était d'ordre social. Veylan construisait un monument pour intégrer un monde qui, par définition, ne s'achète pas. L'aristocratie de la Côte d'Azur, incarnée par le baron de Courcelles, observait cette débauche de luxe avec un mélange de dédain et de curiosité clinique. La villa de l'Aube n'était pas perçue comme un symbole de réussite, mais comme la preuve d'une richesse vulgaire et sans racines. Son opulence même la condamnait. Chaque fête somptueuse, loin de lui ouvrir les portes des cercles fermés, ne faisait que renforcer sa réputation d'étranger, de parvenu. La demeure, conçue comme un pont vers l'acceptation, devenait une île dorée, isolant son propriétaire dans un splendide isolement. Chaque bloc de marbre, chaque lustre en cristal devait être payé comptant, avec un argent qui devait circuler dans l'ombre pour ne pas attirer l'attention des autorités. Cette dépendance à un flux de capitaux illicites transformait la construction en une course contre la montre. Le chantier ne pouvait s'arrêter, car tout ralentissement aurait été perçu comme un signe de faiblesse, risquant de faire s'effondrer l'édifice financier avant même que la première pierre ne soit posée. Sur le plan technique, les défis étaient tout aussi vertigineux. Veylan exigeait la perfection, mais il la voulait immédiatement. Cette impatience se heurtait aux limites de l'ingénierie et de l'artisanat de l'époque.
Des tonnes de marbre de Carrare furent acheminées par bateau, des bois rares apportés d'Afrique et les meilleurs maîtres verriers de Murano furent convoqués sur la Riviera. Mais cette logistique complexe était soumise à un calendrier irréaliste. Les artisans travaillaient en 3-8, sous une pression constante, sacrifiant parfois la rigueur structurelle à l'urgence de l'apparat. Des rumeurs circulaient sur des fondations coulées à la hâte, sur des fresques peintes sur des murs pas encore secs. La demeure devenait un chef-d'œuvre de surface, dont la splendeur immédiate masquait des faiblesses invisibles. Chaque dorure, chaque corniche impeccable était une victoire sur le temps, mais portait en elle le risque d'un futur délabrement. Au-delà des contraintes matérielles, l'impossibilité la plus profonde était d'ordre social. Vaillant construisait un monument pour intégrer un monde qui, par définition, ne s'achète pas. L'aristocratie de la Côte d'Azur, incarnée par le baron de Courcelles, observait cette débauche de luxe avec un mélange de dédain et de curiosité clinique. La villa de l'Aube n'était pas perçue comme un symbole de réussite, mais comme la preuve d'une richesse vulgaire et sans racines. Son opulence même la condamnait. Chaque fête somptueuse, loin de lui ouvrir les portes des cercles fermés, ne faisait que renforcer sa réputation d'étranger, de parvenu. La demeure, conçue comme un pont vers l'acceptation, devenait une île dorée, isolant son propriétaire dans un splendide isolement. Il était l'hôte de centaines de personnes, mais l'invité de personne, un roi sans royaume dont le faste ne faisait que souligner la solitude. Le concept architectural qui définissait la villa était celui du regard. L'édifice entier était une machine optique, un théâtre dont la scène était orientée vers un unique spectateur, Éléonore de Courcelles. L'architecte avait reçu des instructions d'une précision obsessionnelle. L'axe de la grande loggia devait s'aligner parfaitement avec le ponton de la propriété des Courcelles, de l'autre côté de la baie. L'éclairage nocturne n'était pas conçu pour les invités, mais pour créer une silhouette féerique visible depuis la rive opposée. Même la tour asymétrique, ajout architectural étrange au style néo-paladien, n'avait qu'une fonction, abriter un bureau dans la seule fenêtre, encadrer tel un tableau la demeure d'Éléonore. La villa n'était pas un lieu de vie, mais un message permanent, une déclaration d'amour et de défi sculptée dans la pierre, dont l'existence même dépendait de la réception de ce message. Ainsi, la demeure portait en elle les germes de sa propre chute. Chaque décision prise dans l'urgence de l'obsession était un pari aux conséquences potentiellement désastreuses. L'entretien d'une telle structure était un gouffre financier. L'armée de plus de 40 domestiques nécessaires pour maintenir l'illusion de perfection représentait une charge salariale orbitante, tandis que les fêtes perpétuelles consumaient la fortune de Vaillant à une vitesse effrénée. La maison même semblait le dévorer, exigeant toujours plus de ressources, d'énergie et d'attention. Les chandeliers monumentaux, reflétant les visages des invités, semblaient aussi refléter l'épuisement progressif des coffres. La villa n'était pas un actif, mais un passif, une créature magnifique et insatiable dont l'appétit menaçait d'engloutir son créateur, le laissant exsangue et au milieu de son propre chef-d'œuvre. Le grand dessein d'Arsène Vaillant était donc un paradoxe insoluble. Il avait bâti une forteresse de pierre pour abriter un rêve aussi fragile que du verre. Chaque colonne massive, chaque mètre carré de marbre poli était une tentative désespérée de donner du poids et de la permanence à une illusion. Mais une structure ne peut être plus solide que ses fondations, et celle de la villa de l'Aube reposait sur un secret financier et une chimère sentimentale. Plus la façade devenait spectaculaire, plus le vide intérieur se faisait sentir, un silence que même le bruit des orchestres de jazz ne parvenait pas à combler. L'équilibre était précaire, une tension extrême entre l'apparence et la vérité. Il ne manquait qu'un choc, une seule pression inattendue du monde réel, pour que l'impossible édifice commence à se fissurer de toutes parts. La villa de l'Aube, à son apogée, fonctionnait avec la précision d'une horloge astronomique. Chaque journée était un cycle immuable, une renaissance orchestrée. Dès l'aube, alors que les derniers échos de la fête se dissipaient dans l'air salin, l'armée des domestiques investit les lieux. Leurs mouvements étaient silencieux, méthodiques, presque spirituels. Ils effaçaient les vestiges du chaos nocturne. Verres brisés, cendres de cigares, pétales de fleurs écrasés sur le marbre, pour restaurer une perfection virginale avant même le réveil du maître des lieux. Cette remise à zéro quotidienne était une performance en soi, un spectacle invisible dont le coût financier, consigné dans des registres secrets, commençait à peser lourdement sur les bilans de Vaillant. L'illusion de la spontanéité était la dépense la plus extravagante de toutes, une taxe silencieuse prélevée sur une fortune qui n'était pas infinie. Chaque matin, la demeure renaissait, mais chaque renaissance la rapprochait un peu plus de sa fin. Les nuits, la villa se transformait en une scène de théâtre pour l'élite cosmopolite de la Riviera. L'orchestre jouait les derniers airs de jazz venus d'Amérique, le champagne coulait à flots depuis des fontaines de glace et des centaines d'invités, dont la plupart ne connaissaient pas le visage de leur hôte, dansaient sous les lustres monumentaux. Arsène Vaillant, lui, restait souvent à l'écart, observant la scène depuis une balustrade ou le seuil d'une porte-fenêtre. Il n'était pas le participant, mais le producteur de ce spectacle permanent. Il scrutait les visages, mesurant l'effet de sa création, mais une solitude palpable l'enveloppait. Ces foules n'étaient pas des amis, mais des figurants dans la pièce qu'il mettait en scène pour un public d'une seule personne. La chaleur et le bruit des corps ne faisaient qu'accentuer le vide immense qui régnait au centre de son propre univers. Pour alimenter cette machine festive, les artères financières de la villa pulsaient dans l'ombre. L'argent n'arrivait pas par des virements bancaires respectables, mais sous forme de liquidités, livrées la nuit par des hommes discrets dans des voitures aux vitres teintées. Ces fonds provenaient d'un réseau complexe de contrebande d'alcool vers les États-Unis,
un empire clandestin dont Vaillant était l'un des architectes. Ils effaçaient les vestiges du chaos nocturne. Verres brisés, cendres de cigares, pétales de fleurs écrasés sur le marbre, pour restaurer une perfection virginale avant même le réveil du maître des lieux. Cette remise à zéro quotidienne était une performance en soi, un spectacle invisible dont le coût financier, consigné dans des registres secrets, commençait à peser lourdement sur les bilans de Vaillant. L'illusion de la spontanéité était la dépense la plus extravagante de toutes, une taxe silencieuse prélevée sur une fortune qui n'était pas infinie. Chaque matin, la demeure renaissait, mais chaque renaissance la rapprochait un peu plus de sa fin. Les nuits, la villa se transformait en une scène de théâtre pour l'élite cosmopolite de la Riviera. L'orchestre jouait les derniers airs de jazz venus d'Amérique, le champagne coulait à flot depuis des fontaines de glace et des centaines d'invités, dont la plupart ne connaissaient pas le visage de leur hôte, dansaient sous les lustres monumentaux. Arsène Vaillant, lui, restait souvent à l'écart, observant la scène depuis une balustrade ou le seuil d'une porte-fenêtre. Il n'était pas le participant, mais le producteur de ce spectacle permanent. Il scrutait les visages, mesurant l'effet de sa création, mais une solitude palpable l'enveloppait. Ces foules n'étaient pas des amis, mais des figurants dans la pièce qu'il mettait en scène pour un public d'une seule personne. La chaleur et le bruit des corps ne faisaient qu'accentuer le vide immense qui régnait au centre de son propre univers. Pour alimenter cette machine festive, les artères financières de la villa pulsaient dans l'ombre. L'argent n'arrivait pas par des virements bancaires respectables, mais sous forme de liquidités, livrées la nuit par des hommes discrets dans des voitures aux vitres teintées. Ces fonds provenaient d'un réseau complexe de contrebande d'alcool vers les États-Unis, un empire clandestin dont Vaillant était l'un des architectes européens. Chaque caisse de champagne servie aux invités était le fruit d'une opération illégale. Chaque brique de la demeure était scellée par le secret. Cette dépendance à une économie criminelle rendait l'édifice extraordinairement vulnérable. La moindre enquête, la moindre trahison au sein de son réseau, et tout le château de cartes financier s'effondrerait. Vaillant vivait dans la crainte perpétuelle de cette exposition, une anxiété que même les murs épais de sa forteresse ne parvenaient pas à contenir. Le véritable drame se jouait lorsque Éléonore de Courcelles honorait la villa de sa présence. Son arrivée, toujours accompagnée de la silhouette rigide de son mari, modifiait la dynamique de toute la soirée. L'atmosphère devenait électrique, chaque geste et chaque mot semblant chargé d'une signification cachée. Vaillant, d'ordinaire distant, devenait alors un acteur fébrile, orchestrant chaque détail pour capter son attention, cherchant dans son regard un signe d'approbation, une fissure dans sa réserve polie. Mais Éléonore restait une énigme, son élégance distante agissant comme une armure. Le baron, quant à lui, observait le déploiement de richesse de Vaillant avec un mépris à peine voilé. Son silence était une forme de jugement plus puissante que n'importe quelle critique. Chaque visite d'Éléonore était une victoire tactique pour Vaillant, mais une défaite stratégique, le laissant plus désespéré et plus loin de son but qu'auparavant. Dans les entrailles de la demeure, une autre réalité se dessinait. Le personnel, soumis à une discipline de fer, était le témoin silencieux des fissures grandissantes. Les domestiques entendaient les conversations téléphoniques nocturnes et anxieuses de Vaillant, voyaient les factures impayées s'accumuler sur le bureau du majordome et nettoyaient les traces des excès de plus en plus désespérés de leur maître. La loyauté, initialement assurée par des salaires généreux, commençait à s'éroder face à l'épuisement et au sentiment d'évoluer sur un navire en perdition. Des rumeurs circulaient dans les couloirs de service, des objets de valeur disparaissaient discrètement et un ressentiment latent s'installait. Ils étaient les gardiens d'un secret qu'ils ne comprenaient pas entièrement, mais dont ils sentaient le poids. L'illusion de perfection de la villa reposait sur le silence d'hommes et de femmes qui voyaient la vérité de trop près. La structure physique de la villa commençait elle-même à trahir la hâte de sa construction. Construite pour impressionner rapidement plutôt que de durer, la demeure souffrait de maux invisibles. Dans l'aile est, rarement utilisée, une immense fresque représentant une scène mythologique se couvrait de taches d'humidité, la peinture s'écaillant comme une peau malade. Une fissure fine, presque imperceptible, parcourait le sol en marbre du grand hall, s'allongeant de quelques millimètres après chaque grande réception, comme si le bâtiment gémissait sous le poids des festivités. Les jardiniers luttaient contre une salinité agressive qui rongeait les racines des plantes exotiques les plus fragiles. La maison, conçue comme un organisme parfait, portait en elle les symptômes d'un vieillissement prématuré, un miroir matériel de la tension psychologique et financière qui consumait son créateur. Sa beauté était littéralement superficielle. Le monde extérieur, qui avait permis l'ascension fulgurante d'Arsène Vaillant, commençait lui aussi à changer. La fièvre des années folles retombait, remplacée par une anxiété économique croissante venue d'Amérique après le krach de 1929. Les gouvernements européens, confrontés à la crise, renforçaient leur contrôle financier et douanier. Les réseaux de contrebande qui alimentaient la fortune de Vaillant devenaient plus risqués, moins rentables. L'ère de l'impunité touchait à sa fin. La société de la Riviera, autrefois fascinée par son audace, commençait à le regarder avec suspicion. Les invitations dans les autres domaines se raréfiaient, l'isolant davantage dans sa propre création.
La villa, conçue comme une porte d'entrée vers le grand monde, se refermait lentement sur lui, devenant une cage dorée dont l'horizon se rétrécissait jour après jour. La pression incessante laissait des marques profondes sur Arsène Veillant. Le masque du charmeur confiant se fissurait, révélant un homme au bord de l'épuisement. Ses nuits étaient de plus en plus courtes, passées à arpenter les couloirs vides ou enfermé dans son bureau, entouré de registres comptables et de télégrammes codés. Son obsession pour Éléonore avait muté, passant du rêve romantique à une fixation maladive, la dernière bouée à laquelle il pouvait s'accrocher alors que tout le reste menaçait de sombrer. Il devenait imprévisible, ses éclats de générosité alternant avec des accès de colère froide qui terrifiaient son personnel. La villa, son chef-d'œuvre, était devenue son fardeau, une créature insatiable qui le dévorait de l'intérieur. Sentant que le temps lui était compté, il commençait à préparer un dernier acte, un geste désespéré pour forcer le destin et arracher enfin sa victoire. La première fracture ne fut pas un effondrement spectaculaire, mais un simple mot, prononcé à voix basse lors d'un après-midi d'été particulièrement lourd. Le baron de Courcelles, invité pour la première et dernière fois à un déjeuner intime sur la terrasse de la villa, avait finalement posé la question que tout le monde murmurait. Devant Éléonore, pétrifiée, et une poignée d'invités, il demanda à Veillant avec une courtoisie glaciale de détailler la nature exacte de ces entreprises américaines. Ce ne fut pas une accusation, mais une exécution sociale. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel orchestre de jazz. Dans ce silence, le sourire de Veillant se figea, se brisa, et pour la première fois, le masque tomba, révélant un homme nu et sans défense. Le baron n'eut pas besoin d'insister. Le coup avait porté. La réalité venait de faire une brèche irréparable dans la fiction. Les conséquences furent immédiates et silencieuses. Le déjeuner se termina dans une gêne palpable. Les invités partirent plus tôt que prévu, évitant le regard de leur hôte. Dans les jours qui suivirent, le téléphone cessa de sonner. Les invitations pour les régates, les dîners et les bals qui autrefois s'accumulaient ne parvinrent plus. La rumeur, distillée avec une précision chirurgicale par le baron dans les cercles les plus fermés, fit son œuvre. Veillant n'était plus un mystérieux millionnaire, il était un contrebandier, un vulgaire criminel dont la fortune sentait l'alcool frélaté et la violence des bas-fonds. La villa, conçue pour attirer le monde, devint soudain un lieu pestiféré. Les lumières des fêtes s'éteignirent une à une et la demeure privée de ses figurants se retrouva face à sa propre vacuité. Un théâtre magnifique mais désespérément vide. Cette mort sociale accéléra la crise financière. Les partenaires de Veillant dans le commerce illicite, alertés par sa nouvelle et dangereuse visibilité, devinrent méfiants. Les flux de liquidités qui alimentaient la consommation insatiable de la villa se tarirent. Le coût de l'illusion devint impossible à soutenir. Le majordome reçut l'ordre de congédier discrètement la moitié du personnel de cuisine et de jardinage. Des ailes entières de la demeure furent fermées, les meubles recouvertes de draps blancs, plongeant des salons autrefois éclatants dans une pénombre poussiéreuse. La qualité du champagne baissa, un détail trivial mais un symptôme révélateur pour les quelques visiteurs qui osaient encore s'aventurer. La machine à rêve, privée de son carburant, commençait à grincer, ses rouages se grippant dans un silence angoissant. Pour Arsène Veillant, l'effondrement fut avant tout psychologique. Enfermé dans sa forteresse désormais inutile, il arpentait les couloirs vides, prisonnier du monument à son propre échec. Le reflet de son visage sur les marbres sombres lui renvoyait l'image d'un imposteur démasqué. Sa confiance, cette armure qu'il avait mis des années à forger, s'était désintégrée. Il passait ses nuits dans son bureau, rédigeant des lettres fébriles à Éléonore. Des missives mêlant supplications, justifications et menaces voilées, qui restaient toutes sans réponse. L'obsession qui avait été le moteur de sa vie devenait sa maladie, une fièvre qui le consumait de l'intérieur. Tandis que les murs de sa création semblaient se resserrer sur lui, l'étouffant lentement sous le poids de son ambition déçue. Le silence d'Éléonore fut le coup de grâce. En se retirant complètement, en obéissant à l'injonction de son mari, elle validait le jugement du monde. Son absence était plus cruelle que n'importe quel rejet explicite. La lumière verte de l'autre côté de la baie, autrefois promesse d'un futur radieux, devint un phare moqueur, illuminant la distance infranchissable qui le séparait désormais de son rêve. Elle n'était plus une femme à conquérir, mais le symbole intouchable d'un monde qu'il avait définitivement banni. Veillant comprit alors la nature de son erreur. Il avait cru pouvoir acheter un passé, alors que ce monde ne valorisait que l'héritage. Son argent, si puissant pour construire des murs, s'était révélé impuissant à ouvrir la moindre porte. Ce moment marqua un point de non-retour. La trajectoire ascendante et fulgurante d'Arsène Veillant était brisée. Tout ce qui suivrait ne serait plus qu'une chute. La villa, vidée de sa fonction sociale, commença à se dégrader visiblement, comme si son âme l'avait quittée. La fine fissure dans le marbre du grand hall semblait s'élargir, métaphore d'une fracture bien plus profonde. L'énergie frénétique qui avait animé le projet s'était muée en une inertie mortifère.
Vaillant n'était plus le maître d'un destin qu'il forgeait, mais la victime d'une fatalité qu'il avait lui-même mise en mouvement. Il ne lui restait plus qu'une seule carte à jouer, non plus pour gagner, mais pour donner un sens à sa défaite. Le décor était planté pour la tragédie finale. La crise n'arriva pas par les voies attendues de la finance ou de la justice, mais par la brutalité insensée du hasard. Une nuit d'été, sur une route sinueuse de la Corniche, les phares d'une voiture puissante balayèrent l'obscurité dans une course effrénée. La caméra ne capte pas l'impact, seulement ses conséquences immédiates, le crissement strident des pneus sur l'asphalte, un cri bref et étouffé par le vrombissement du moteur, puis le chaos soudain de la confusion et de l'horreur. Une silhouette gisait sur la route, fragmentée par la lumière intermittente des phares. Ce ne fut pas un événement orchestré, pas une vengeance calculée, mais un simple accident, une collision violente entre la vitesse et la fragilité humaine. Le monde réel, avec sa physique impitoyable et ses conséquences irréversibles, venait de faire irruption dans le conte de fées d'Arsène Vaillant, faisant voler en éclats le décor si soigneusement construit. La fiction s'était terminée. Le lendemain, la villa était baignée d'une lumière malade, jaunâtre et stagnante. Le silence, autrefois une simple pause entre deux fêtes, était devenu lourd, oppressant. Arsène Vaillant attendait près du téléphone, dans le grand salon où résonnaient encore les fantômes des rires de la veille. Il attendait un appel qui ne viendrait jamais, une voix qui aurait pu tout expliquer, tout justifier. Mais le téléphone resta muet. Les conséquences émotionnelles furent immédiates et dévastatrices. La désintégration de l'ordre social fut totale. Ceux qui avaient profité de son hospitalité s'évaporèrent comme une brume matinale, craignant la contagion du scandale et de la tragédie. Éléonore, l'objet de toute cette entreprise démesurée, se retira dans la forteresse de son propre monde, laissant Vaillant faire face seul aux retombées. Le patrimoine, bâti si rapidement sur le sable mouvant de l'ambition, se révélait sans voleur face au poids écrasant de la mort. La vengeance prit la forme d'un homme brisé. Le mari de la victime, le visage déformé par un chagrin qui avait basculé dans la folie, marcha à travers les jardins de la Riviera comme un spectre en plein jour, une arme lourde et froide à la main. La caméra le suit, à distance, dans une progression inexorable, créant une tension insoutenable. Il franchit sans peine les grilles de la villa de l'Aube, désormais sans surveillance. Personne ne l'arrêta. Il trouva Vaillant là où il passait désormais ses journées, au bord de la grande piscine, dont l'eau turquoise semblait une provocation, un fragment de ciel indifférent à la misère humaine. Il n'y eut pas de mots, pas d'explication, juste le bruit sec et brutal d'un coup de feu, qui déchira le silence de la mi-journée. Puis un autre. Le silence revint, plus dense encore. À la surface de l'eau, de lentes ondulations s'élargissèrent autour d'une tache rouge qui grandissait, inexorablement. L'apogée morale de cette histoire ne fut donc pas le scandale financier ou l'opprobre social, mais cet acte de sacrifice ultime et absurde, car les enquêtes ultérieures révélèrent une vérité dérangeante. Arsène Vaillant n'était pas au volant de la voiture cette nuit-là. Il fut tué pour un crime qu'il n'avait pas commis, endossant la culpabilité pour protéger jusqu'au bout la seule chose qui lui restait, l'image idéalisée de son rêve, et peut-être la réputation de celle qu'il incarnait. Son dernier geste ne fut pas un acte de puissance, mais de protection, une tentative désespérée de préserver la pureté d'une illusion qu'il avait déjà abandonnée. La villa de l'Aube, conçue comme le symbole flamboyant d'une quête de vie extraordinaire, devenait ainsi la scène d'une mort solitaire et sordide, un autel de marbre froid sur lequel un homme avait immolé sa vie pour une fiction. Après le choc, le vide. La villa est morte avec son propriétaire, son cœur mécanique cessant de battre en même temps que le sien. Les héritiers, s'il y en avait, ne se manifestèrent jamais, effrayés par l'odeur de soufre qui entourait désormais le domaine. En quelques jours, le personnel fut congédié, chaque domestique emportant avec lui un fragment du secret de la maison, un secret qui se dissoudrait bientôt dans l'oubli. Le patrimoine, composé d'objets luxueux mais sans histoire, de meubles somptueux mais sans âme, fut probablement liquidé dans la plus grande discrétion par des créanciers invisibles. Le statut que la demeure avait conféré, cette aura de puissance et de mystère, disparut en une nuit, comme une lumière de fête qu'on éteint brutalement. La coquille dorée, vidée de son habitant et de sa fonction, n'était plus qu'un poids mort sur la côte, une anomalie architecturale privée de sens. L'abandon fut rapide et total. Le lieu, autrefois le centre d'une vie sociale frénétique, devint un rappel embarrassant d'un excès qui avait mal tourné, une cicatrice sur le visage respectable de la Riviera. Il n'y eut aucune intervention de l'État pour préserver ce chef-d'œuvre architectural, aucune tentative de requalification par des promoteurs audacieux. La villa fut simplement laissée à la merci du temps, du sel et de l'oubli, comme si la société elle-même, dans un accord tacite, cherchait à effacer le souvenir de ce rêve dérangeant et de sa fin sanglante. Les grilles rouillèrent, les jardins retournèrent à l'été sauvage et les murs commencèrent à se fissurer sous le soleil indifférent. La nature, patiente et implacable, reprit lentement ses droits sur l'orgueil humain. La maison, bâtie pour graver un nom dans l'éternité, était désormais condamnée à l'effacement le plus complet. Les années qui suivirent la tragédie furent celles du silence et de la décomposition juridique. La villa de l'Aube, privée de son maître et de sa raison d'être, devint un fantôme administratif.
Sans héritier connu pour réclamer la succession et avec des créanciers préférant l'ombre à la lumière des tribunaux, la demeure fut scellée, puis vidée de son contenu dans une série de ventes aux enchères quasi clandestines. Les meubles somptueux, les œuvres d'art et les services en argent furent dispersés aux 4 vents, chaque objet emportant avec lui un fragment d'une histoire que tous souhaitaient désormais oublier. Le nom de Vaillant fut rayé des registres mondains avec une efficacité redoutable. La villa n'était plus un symbole de puissance, mais une carcasse embarrassante, un passif financier et moral dont personne ne voulait assumer la charge. Le déclin physique suivit rapidement l'effondrement social. Les jardins, autrefois entretenus avec une précision maniaque, retournèrent à un état sauvage, les mauvaises herbes étouffant les parterres de roses exotiques. Le sel marin et l'humidité commencèrent leur lent travail de sape, rongeant les corniches et laissant des traînées sombres sur le marbre de Carrare. Bientôt, les curieux, puis les vandales, forcèrent les grilles rouillères. Les fenêtres furent brisées, leurs éclats jonchant les sols où l'on avait dansé le Charleston. Des graffitis vulgaires souillirent les fresques mythologiques, une profanation brutale de l'idéal esthétique de Vaillant. La poussière s'accumula sur les rampes d'escaliers inutilisées, un linceul gris recouvrant le rêve d'un homme, transformant sa quête de beauté en une scène de déchéance grotesque et pathétique. Avec le temps, l'histoire d'Arsène Vaillant se mua en légende locale, un conte moral dépouillé de ses nuances. La vérité, enfouie dans des archives judiciaires scellées ou dans la mémoire défaillante des derniers témoins, se perdit. On ne retint que la caricature, celle du parvenu flamboyant dont l'orgueil avait causé sa perte. La villa de l'Aube devint la maison du contrebandier ou le château du fou, un lieu hanté que les parents interdisaient à leurs enfants d'approcher. Cette transformation en mythe populaire achevait d'effacer toute possibilité de préservation historique. La honte collective associée à la violence de sa fin et à l'origine criminelle de sa fortune rendait toute commémoration impossible. L'oubli n'était pas un accident, mais un projet délibéré, un acte de purification mémorielle de la part d'une société qui préférait ses secrets bien gardés. Le coup de grâce fut porté par une nouvelle ère. Après la Seconde Guerre mondiale, la Côte d'Azur se réinventa une fois de plus. L'opulence tapageuse des années folles laissa place à un luxe plus discret, tourné vers le tourisme de masse et les résidences secondaires d'une nouvelle bourgeoisie. Dans ce paysage en pleine mutation, la carcasse de la villa de l'Aube n'était plus qu'une anomalie, un vestige d'un monde révolu. Le terrain qu'elle occupait, avec sa vue imprenable sur la baie, possédait une valeur bien supérieure à celle de ses murs en ruine. La décision de la démolir fut prise sans débat, une simple formalité administrative inscrite dans un plan de réaménagement du littoral. Les bulldozers arrivèrent un matin d'automne, effaçant en quelques jours ce qu'une fortune et une obsession avaient mis des années à construire. Aujourd'hui, sur le site de l'ancienne villa de l'Aube, se dressent plusieurs résidences modernes, protégées par de hauts murs et des systèmes de sécurité sophistiqués. Le domaine a été morcelé, le paysage redessiné au point de rendre toute trace de l'édifice originel méconnaissable. Le nom même de la villa a sombré dans l'oubli, remplacé par des appellations plus neutres et commerciales. Il ne reste rien, pas même une plaque commémorative ou une ruine romantique. Le souvenir de Vaillant ne subsiste que dans rares chroniques mondaines jaunies par le temps ou dans les récits fragmentaires des anciens domestiques. Le résidu émotionnel n'est pas la nostalgie, mais une amnésie presque totale, le vide laissé par une histoire que la postérité a jugée trop embarrassante pour être conservée. Ainsi, la villa de l'Aube, conçue pour graver un nom dans l'éternité, a accompli le destin inverse, un effacement absolu. Son histoire illustre la tension fondamentale entre l'ambition de laisser une trace et la force corrosive du temps, surtout lorsque les fondations d'un héritage reposent sur l'illusion. La demeure de Vaillant a été rattrapée par une vérité historique plus large, celle d'une Europe qui, après 2 guerres mondiales, n'avait plus la patience pour les rêves individuels démesurés et cherchait à tourner la page de ses excès les plus spectaculaires. Elle ne subsiste plus aujourd'hui comme une structure de pierre, mais comme un espace vide, un témoignage silencieux de la fragilité de la fortune et de l'impermanence de toute ambition humaine.